Alors le Souvenir français, donc c'est une association nationale dont le but en fait est de maintenir à la fois de la mémoire et les tombes de toutes celles et ceux combattant pour la liberté qui sont morts pour la France. Alors donc ici on a voulu faire une petite chronologie des différentes actions que le Souvenir français a pu mener depuis sa création, c'est-à-dire en 1887. Et donc là, on a fait un grand panneau principal sur François-Xavier Niesson, qui était le fondateur donc, de l'association. Donc là, on peut voir les différentes choses qui ont été faites au 19e, au 20e et la sans continuité, c'est-à-dire au 21e siècle aujourd'hui. L'interprétation historique donc, qu'on a ouvert à Bagnoul-sur-Mer, eh bien, c'est de mettre en avant les différentes personnes les différents soldats qui ont œuvré donc, pour la France. Les différents bagnoulins donc, qui ont participé au combat, donc qu'ils soient morts ou pas pendant les combats. Donc on a voulu axer ça donc sur là ici on a mis en place un panneau sur le monument aux morts. Pourquoi? Parce que d'abord il a été fait par Aristide Maillol en 1933, donc on a quand même une œuvre assez intéressante, et surtout on y a travaillé avec les élèves de CM1, CM2 de la classe de Sandrine Le Gouen, et donc c'était intéressant de transmettre un petit peu cette histoire à la fois historique, mais aussi artistique, donc aux élèves de Bagnoul-sur-Mer. Alors ici, donc, on a quelques photos de poilus. Hein, ce sont donc des bagnoulins qui ont été... alors ici, on a beaucoup de marins. Hein, on a beaucoup de marins. On a aussi des hommes qui sont partis dans l'infanterie. Et on peut voir un petit peu le visage de ces gens, leur uniforme, c'est assez intéressant, là on est en train d'y travailler dessus. Donc normalement, nous on a trouvé que en 4 ans, le village de Bagnoul avait perdu 102 jeunes hommes, puisque donc le plus âgé était né en 1873, hein, c'est-à-dire qu'il avait une quarantaine d'années quand la guerre s'est déclarée. Donc on a quand même 102 bagnoulins qui ont perdu la vie durant les combats. Et là on est en train de travailler pour essayer d'abord de tous les retrouver, de retrouver leurs noms, ensuite de retrouver leurs tombes, où est-ce qu'ils ont été enterrés, où est-ce qu'ils sont morts et dans quelles circonstances, et puis sur quel monument ont-ils été inscrits. Hein, puisque l'un des buts du Souvenir français durant ce centenaire, le centenaire de la guerre 14-18, eh bien c'est qu'aucun soldat français n'ait pas de tombe, ni ne soit pas mentionné sur aucun monument aux morts. Donc ça c'est un gros travail qu'on a entrepris. Je pense qu'on l'aura fini d'ici la fin de l'année, ça fait déjà 2 ans qu'on est dessus, et d'ici la fin de l'année ça devrait être terminé. Et donc ici on a un ex-voto qui a été fait par Georges Fédabeille, qui est un habitant de Bagnouls, un ancien marin, donc qui lui a voulu rendre hommage à sa manière donc à tous les bagnoulins qui ont trouvé la mort, tous les marins qui ont trouvé la mort durant la guerre 14-18, et comme on peut le voir, on en a une dizaine qui ont disparu, soit ils ont été malades, hein, on en a un en particulier qui a attrapé une péritonite, et qui a été soigné à l'hôpital du Pirée, mais hélas il est mort. Mais on a aussi des gens qui ont été coulés avec leur bateau. Donc on a quand même pas mal de gens qui ont disparu, hein, je le disais, 102. 102 sur une population de 2500 habitants, c'est énorme, quoi. On a toute la génération 1880-1890 qui a quasiment disparu. Alors là, l'idée, c'était un petit peu de travailler sur l'uniforme. Alors c'est vrai qu'on aurait aimé avoir un uniforme de 14-18, mais ça n'a pas été le cas. Donc là, on a l'uniforme de l'armée de l'air. Et là, donc on arrive, c'est le mannequin qui nous fait la transition, et donc on arrive à la Seconde Guerre mondiale, donc les bagnoulins engagés dans la Seconde Guerre mondiale. Et là, on a plutôt mis le focus sur Marc Harol. Donc Marc Harol, qui à l'âge de 21 ans refuse de se rendre au STO. Et donc il va devenir ce qu'on appelle un évadé de France, c'est-à-dire qu'il va partir, il ne va pas du tout répondre donc, à l'appel du service de travail obligatoire, et il va aller se réfugier à Barcelone, et depuis Barcelone il va aller jusqu'à Lisbonne, et de Lisbonne il va s'embarquer, où il va partir pour le Maroc, qui à ce moment-là est encore un territoire libre, un territoire français libre, et de là donc il va rejoindre la colonne Leclerc, hein, ce qu'on appelle la 2e DB. Et ils vont se mettre, donc la colonne Leclerc va rejoindre De Gaulle en Angleterre, et ils vont participer à la libération de la France. Donc c'est vrai que Marc Harol, lui, petit bagnoulin de 21 ans, s'est retrouvé pris dans tous ces événements. Donc il a participé donc au débarquement sur les plages de Normandie. Ensuite, donc il a participé à la libération de Paris en août 1944.
Et ils vont même aller jusqu'à Berchtesgaden, c'est-à-dire qu'ils sont allés bombarder l'une des maisons de campagne d'Adolf Hitler. Hein, ouais. Donc je pense que ça leur a fait beaucoup plaisir. Hein. Ils disaient que ce jour-là, ils étaient assez contents, même si de toute façon la guerre était gagnée. Je veux dire, c'est pas. À la fin de la guerre, c'était un poste de commandement avec des galeries souterraines immenses. C'est ça. Je veux dire, il y avait quasiment plus rien, quoi. Parce que ce qui était vraiment important, c'était la prise de Berlin. C'est ça qui comptait. Après, bon, c'était pour le symbole. Voilà, et de se dire que ce jeune Banyulenk a pu aller comme ça jusqu'à Berchtesgaden pour bombarder le nid d'aigle d'Hitler, c'est quand même une fierté pour lui, et je le comprends. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a reçu la Légion d'honneur, il y a quelques mois de ça, que d'ailleurs tu as filmé. Hein. Et donc je pense que c'était quand même un hommage à lui rendre. Hein. Et c'est voir un petit peu comment la vie de ces anonymes, hein, qui, je veux dire, rien ne prédestinait Marc à faire un tel périple, hein, mais c'est comment est-ce que ces anonymes donc ont refusé un système et ont essayé de le combattre à tout prix et avec les moyens qu'ils avaient. Alors là, on passe donc à une autre période, la période un petit peu avant. On dit bien que la guerre d'Espagne, c'est le précurseur de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Donc là, on est sur ce qu'on appelait la retirade, hein, c'est-à-dire qu'en 1939, donc on a la guerre civile espagnole, les troupes de Franco viennent de prendre Barcelone, et donc on a beaucoup d'Espagnols, de Catalans, hein, qui habitent en Catalogne, donc qui vont passer la frontière. Donc on sait qu'à cette époque-là, on a 240 000 habitants dans le département, et on a plus de 260 000 Espagnols qui franchissent la frontière en quelques mois. Hein, on a aux archives départementales, on a des maires qui écrivent au préfet en disant écoutez, moi je suis le maire d'une commune de 1000 habitants, j'ai 4000 Espagnols qui viennent d'arriver dans la nuit. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je les loge? Comment je les nourris? Parce qu'on est en plein hiver. Et donc on a un exemple, Thérèse Rebouille, qui est venue donc s'installer à Bagnoul-sur-Mer. Donc elle est de Sabadell, donc juste de l'autre côté, à quelques kilomètres. Hein. Donc elle était très très politisée puisqu'elle faisait partie du POUM, qui est le parti ouvrier d'unification marxiste. Et donc elle aussi, bien sûr, à la chute de Barcelone, donc elle est venue en France. Donc elle est allée s'installer du côté de Marseille. Elle a activement participé avec son mari Joseph à la résistance. D'ailleurs, ils ont reçu tous les deux une médaille pour ça. Et puis ensuite, donc, elle va s'installer un petit peu à Paris, puis elle va acheter une maison à Bagnoul. C'est là qu'elle va être une des grandes, une des grandes chanteuses de langue catalane. Hein. Donc, elle a sorti pas mal d'albums, et puis en particulier, il y a une chanson qui s'appelle La Sabata d'en Jaume. Donc, hélas, elle nous a quittés il y a quelques mois aussi. Elle est morte au mois d'avril, je crois, 2015. Et donc, on voulait lui rendre hommage. Parce que c'est vrai que c'était une femme qui s'était très bien intégrée au village, et puis elle a quand même eu une vie, elle et son mari, une vie très très intéressante. Et on a quand même la chance, puisque son fils, un de ses fils, Germinal, donc nous a donné une partie de la bibliothèque de sa mère. C'est ce qu'on a appelé le fonds Thérèse Rebouille, qu'on a ici. Alors c'est pas encore finalisé, hein, puisque on a commencé il y a 15 jours de ça. Donc on a à peu près 250 livres donc, qui nous ont été donnés. Alors on a des livres, des revues, et donc ces livres et ces revues donc, sont à la disposition du public, c'est-à-dire que s'ils veulent venir travailler, donc il y a beaucoup de choses sur la chanson catalane et puis la chanson espagnole, et on a aussi beaucoup de choses sur les différents partis de gauche en Espagne dans les années 30 et pendant la guerre civile. Donc ça peut être intéressant s'il y a des gens qui sont intéressés à venir consulter sur place ces ouvrages et ces revues. Ils ne sont pas du tout centrés sur Thérèse Rebouille, parce que Thérèse Rebouille c'est un des exemples. Hein. On peut voir ici donc les différentes personnes. Alors ça c'est des photos intéressantes parce que ce sont des photos donc de Banyulenk et des photos de Banyuls. Donc alors ici on voit le genre de laissez-passer donc qu'on donnait à ces Espagnols quand ils franchissaient la frontière. Alors ce laissez-passer ne voulait pas dire qu'ils pouvaient aller n'importe où, ça voulait simplement dire qu'ils avaient le droit de rentrer en France. Alors une fois qu'ils rentraient en France, eh bien ces gens étaient séparés en deux parties. Il y avait ceux qui étaient fortement politisés, donc eux étaient envoyés dans des camps fermés, comme par exemple le château royal de Collioure. Hein, là on les a enfermés carrément. Et ceux qui étaient moins politisés donc partaient dans des camps. Alors on en a un, nous ici, il y en avait plusieurs même, mais on en a un qui est juste à côté de chez nous, qui est le camp d'Argelès. C'est-à-dire qu'on est là en plein hiver.
Donc ces gens sont partis vraiment très très vite et sans rien, quasiment rien. Hein. Ils sont arrivés affamés, gelés, fatigués, et on est allé les parquer, parce qu'il n'y a pas d'autre mot que ça. Hein. Donc l'État français les a parqués donc sur la plage d'Argelès, où on a beaucoup de témoignages de gens qui nous disent voilà comment est-ce que dans la plage, hein, sur la plage, on creuse un trou et on s'y enterre pour passer la nuit pour pas mourir de froid. Alors ici, donc, on est sur la dernière partie de l'exposition. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les opérations extérieures, les OPEX, c'est-à-dire l'engagement des Banyulenques dans les nouvelles guerres. Hein, en fait, c'est-à-dire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire les différentes opérations dans lesquelles l'armée française a pu se trouver engagée. Donc on a la chance d'avoir notre président, Jean-Pierre Retsch, donc qui lui est major de l'armée de l'air, et on peut voir ici le déroulement de sa carrière et les différents pays dans lesquels il est allé. Donc il a commencé d'abord par aller au Tchad, c'est là où il a participé donc à délivrer Françoise Clostre, qui était une archéologue qui avait été prise en otage. On voit aussi qu'il a travaillé à l'Élysée, puisqu'il travaillait aux chiffres. Donc il travaillait pour le Premier ministre de l'époque, c'est-à-dire Jacques Chirac, et puis ensuite il a fait la Mauritanie, la Guyane française, Djibouti, le Tchad, enfin les différentes opérations dans lesquelles était prise la France. Et donc on a essayé d'expliquer un petit peu au travers de sa carrière les différents engagements de l'armée française dans le monde depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui.